Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Calendrier électoral, la transition a-t-elle besoin d'organiser toutes ces élections? C'est le thème central de ce grand dialogue réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Lors de la traditionnelle rupture de gêne avec la presse, le chef du gouvernement a affirmé que le chronogramme électoral tel que publié est conforme à la charte. Cette déclaration précède l'annonce du calendrier électoral, un document qui fixe comme suit: le référendum 31 octobre prochain, les élections communales et celles des conseillers régionaux de cercle et du district le 26 décembre 2021. Les élections présidentielles et législatives seront couplées le 27 février 2022. Ce chronogramme annoncé par le gouvernement est-il tenable? Où en sommes-nous avec les préalables, notamment la révision du fichier électoral? Le contexte sécuritaire et sanitaire pourrait-il permettre la tenue de toutes ces élections? Le grand dialogue du studio Tamani pose le débat sur le calendrier électoral. Nos invités au nombre de 3 sont Husseini Amion Guindo du parti CODEM, Brima Mamadou Kone, politologue, et Madame Sar Fatoumata Konate au téléphone, secrétaire générale du réseau des femmes élues municipales à Caille. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Hussein Amion Guido, je commence par vous. Ce chronogramme électoral annoncé est-il conforme à la charte? Merci beaucoup, merci de nous donner cette occasion. Nous avons effectivement pris connaissance du chronogramme. Je pense que la conformité avec la charte, c'est d'abord le respect des délais de la transition. Si on peut parler de conformité avec la charte, bien entendu, la charte ne donne pas de calendrier, de chronogramme électoral. Mais quand on dit que c'est conforme avec le chronogramme électoral, ça veut dire que c'est parce que tout simplement ça respecte les délais fixés à la transition. Et deuxièmement, une autre peut-être satisfaction, c'est qu'il y ait au moins un chronogramme. Parce que ça fait 8 mois que nous attendons, ça fait 8 mois que nous, au niveau de notre parti et notre alliance, plateforme politique Djigui-Akura, nous demandons effectivement la publication d'un chronogramme. Donc il est heureux d'avoir un chronogramme et il est heureux aussi de constater que ce chronogramme reste dans les limites et dans le cadre tracé par la transition. Je vous prends au mot. Monsieur Guindo disait tout à l'heure qu'il a fallu attendre 8 mois pour qu'on puisse avoir ce chronogramme électoral. Est-ce que ça n'a pas duré, Monsieur Kone? Non, en fait, le chronogramme, comme j'aborde dans le même sens que lui, le chronogramme est conforme à partir du moment où il tient compte également de la date de fin de la transition. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre les baies avant la charrue. C'est-à-dire qu'avant d'aller à l'élaboration du chronogramme électoral, il fallait faire un dialogue social et politique pour que l'ensemble des acteurs importants dans le processus électoral puissent avoir une vision commune, puissent avoir une harmonisation des positions et aller vers la révision du fichier électoral pour enlever les doublons, les cas de décès et puis les cas de radiation. Et ensuite, aujourd'hui, faire sortir une architecture de sécurisation du processus électoral. Voilà les préalables qui devraient précéder l'établissement du calendrier électoral. La révision du fichier électoral pour rassurer l'ensemble des acteurs et de la communauté internationale de sa fiabilité et de sa viabilité. Et le deuxième aspect, c'était d'élaborer également la cartographie de sécurisation du processus électoral. Et ensuite, il faudrait que la démarche soit inclusive. Parce que si la démarche n'est pas inclusive, la classe politique risque de prendre le processus en otage. Parce que quand vous parlez d'élections, vous parlez de réformes. Vous ne pouvez pas parler de ces réformes, de ces élections, de ces débats en continuant à exclure la classe politique de ces débats. Quand on parle d'élections, quand on parle de réformes, c'est une affaire de la classe politique et elle doit être impliquée à hauteur de souhait. Et si on continue comme ça dans ce dialogue de sourds, c'est qu'il y a des risques qu'on ne puisse pas tenir les élections dans les dates imparties en 2022. Parce qu'il faut gérer les préalables.
Et ces prières-là, aujourd'hui, il faut travailler à stabiliser Bamako au plan sociopolitique et institutionnel. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, on risque d'aller de crise en crise avant les élections et on risque de prendre le processus électoral en otage. Il faut régler les préalables avant d'aller à l'établissement du calendrier électoral. Et il faudrait que la démarche soit inclusive, que l'ensemble des acteurs s'y retrouvent dans la démarche et pour y adhèrent à la démarche. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Parce que vous savez, nous sommes dans un processus de transition. Et une transition n'a pas de légitimité. Et quand on n'a pas de légitimité, il faut miser sur le dialogue social et politique. Mais vous ne pouvez pas exclure la classe politique de ce débat. Mais on va aller où, madame? Alors, dans ce cas de figure au Sénat Guido, comment vous voyez l'organisation de ces élections? Ok, merci. Bon, je vais un peu reprendre ce que mon frère a dit. Vous savez, s'il y a une chose qui a caractérisé la transition du coup d'État à aujourd'hui, c'est le manque d'inclusivité. Je pense que c'est le sentiment le mieux partagé à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la communauté nationale, société civile, partis politiques, acteurs sociaux, je pense que c'est le sentiment le mieux partagé. Et que ce soit au niveau international. Je pense qu'à toutes les occasions, la recommandation la plus forte qui a été faite, c'était d'aller à l'inclusivité. Mais force est de constater que jusque-là, les autorités de la transition n'ont pas emprunté ce chemin. Est-ce que c'est volontairement, consciemment ou non? En tout cas, jusque-là, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on a sorti un chronogramme électoral. Un chronogramme électoral, effectivement, comme il l'a dit, sans consulter les partis politiques, sans consulter les acteurs concernés, ça peut susciter deux réactions. La première réaction, c'est de dire « Ah non, nous ne sommes pas d'accord ». Nous ne sommes pas d'accord, ça veut dire quoi? Alors, s'il y a prorogation, s'il y a une volonté quelque part de prolonger les délais de la transition, alors on dira non, c'est la classe politique qui n'a pas accepté le chronogramme. Et en l'acceptant aussi, le chronogramme, on sait bien qu'il y a des difficultés. Je prends d'abord le cas, d'ailleurs, c'est ces inquiétudes que je tenais à exprimer. Je prends d'abord le cas du référendum. Vous savez, quand vous avez un chronogramme qui commence par un référendum, alors il est très simple de comprendre que le référendum devient comme une question préjudicielle à régler et qui peut agir sur tout le reste du chronogramme. À supposer simplement qu'au référendum, qu'on dise que c'est un Sénat qu'on va mettre en place. Du coup, ça rend caduque l'élection des cercles et puis des régions, l'élection régionale. À supposer qu'on dise que, puisque le constat a été fait que entre le premier tour de l'élection présidentielle et le second tour de l'élection présidentielle, il n'y a qu'une semaine, qu'il faille rallonger un peu ces délais, aller à 2 ou 3 semaines. Dans le format actuel, dans le chronogramme actuel, alors, le second tour, ils l'ont prévu pour le mois de mars. Le second tour de l'élection présidentielle pour le mois de mars. Mais en une semaine d'intervalle. Donc ça obéit à l'ancienne constitution. Il suffit qu'on prenne une nouvelle constitution et la promulguer. Du coup, ça rend caduque toutes les dispositions. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous Donc c'est pour voyez? vous dire simplement que, soit, comme je dis, consciemment ou non, il y a une volonté, c'est-à-dire il y a en tout cas un flou. Il y a une situation à dire qui est gênante. Comment est-ce que ceux qui ont proposé le calendrier, à moins qu'ils nous disent qu'une fois la Constitution votée, la nouvelle Constitution adoptée, alors qu'elle sera promulguée qu'après l'installation du nouveau président de la République. Sinon, si c'est promulgué, parce que j'ai vu que dans la promulgation, il prévoit janvier, mais si c'est promulgué avant, mais ça remet en cause tout ce qu'ils ont donné dans le chronogramme actuellement. Donc, si je résume, il faudrait simplement... S'il y a un référendum le 31 octobre, il n'y aura pas élection de cercle ou élection régionale ou élection présidentielle en février ou élection législative. Parce que les conditions d'organisation de ces élections peuvent changer.
Donc, le fait de donner un chronogramme et de donner en premier lieu le référendum est un piège à con. Est-ce que c'est l'opinion qu'on veut piéger? Est-ce que c'est les politiques qu'on veut piéger? Ou est-ce que soi-même on n'a rien compris? C'est ça la question préjudicielle. Alors, Brahima Mamadou, partagez-vous cet avis déjà? Okay. Partagez-vous l'avis qu'il vient de dire? Oui, je partage l'avis de mon professeur, mais je vais aller loin. Vous savez, on ne peut pas établir le calendrier référendaire avant le calendrier électoral, parce que ça va rendre caduque tout le dispositif électoral qui va venir. C'est-à-dire que l'élection l'élection régionale et les élections locales, et ce qui est important, ce que je tiens à dire, c'est qu'on est en train de tendre un piège à la communauté nationale. On est en train de tendre un piège aux opérateurs politiques et aux officines politiques. Parce que vous savez, il ne faut pas qu'on s'élève. La transition n'a pas pour rôle de changer les institutions constitutionnelles, administratives, politiques, électorales d'un pays en quelques mois. Si la transition s'était inscrite, si la transition était, je veux dire, dans une dynamique de refondation de l'État post-91, la première des choses qu'on aurait pu faire, c'était de faire économie du ministère des Réformes. Créer une commission nationale des réformes avec des sous-commissions thématiques, rattachées soit à la présidente de la République du pays, du Mali, soit à la primature avec autonomie de budget. Maintenant, la commission ainsi que les sous-commissions, ils allaient travailler, réfléchir à élaborer ce qu'on appelle des modèles stratégiques en fonction de chaque besoin de réforme. Sachant que cette commission allait s'inspirer du travail qui a été fait sous le président ATT par la commission d'Abad Diawara pour avoir la mémoire institutionnelle. Maintenant, si on a les modèles stratégiques qui ont été élaborés et que l'ensemble des acteurs importants du dispositif politique sont d'accord, on va aux élections. La transition n'a pas pour rôle de procéder à la révision constitutionnelle ou à une nouvelle constitution. Ça ne rentre pas dans leurs prérogatives. Il faut qu'on se le dise. Une transition, c'est la continuité de l'État, c'est organiser des élections crédibles et libres. Maintenant, on va aux élections. Le président qui va être issu des élections aura toute la légitimité constitutionnelle de procéder à la mise en œuvre de réformes, sachant c'est lui qui va définir les conditions de participation des autres acteurs sociaux et politiques pour faciliter la mise en œuvre. Mais ce que je tiens à dire à mon professeur, c'est qu'il y a un vide aujourd'hui qui a été créé. Et je l'ai dit à plusieurs hommes. Il faut que la classe politique fasse attention. Parce que vous savez, le décès de Soumaïla, ce n'est pas pour faire sa promotion. Il a faussé carrément les jeux politiques, la géopolitique du Mali. Il a faussé carrément l'équilibre politique. Il n'y a plus un adversaire de poids. C'est-à-dire qu'en partant se coucher auprès de ses ancêtres, c'est comme s'il a dit aux militaires, si vous voulez, jeunes militaires, un candidat de votre choix, préparez-les et l'imposez aux Maliens en 2022. Il faudrait qu'on ait aujourd'hui un leadership politique au niveau national. Et il faudrait que la classe politique sorte des clivages idéologiques et des positionnements partisans et essayer de se retrouver ensemble pour discuter et dire faisons attention pour arrêter les dérives autoritaires du pouvoir de transition. Sinon, les Mali, on risque d'aller vers une nouvelle crise et ça va être difficile qu'on puisse sortir de l'impasse, je viens vers M. Guindo. Vous disiez tantôt que le fait de faire les élections, le référendaire avant les autres élections, peut changer la donne. Alors, que préconisez-vous dans ce sens-là? Bon, en réalité, pour être constructif, parce que, vous savez, nous avons, depuis le début de cette transition, à chaque fois élevé la voix sur certains manquements. Mais notre pays est fragile, le pays est très fragile. Il s'agit d'avancer, et d'avancer avec beaucoup d'intelligence et de sortir de cette situation. Je disais tantôt que, et au regard aussi de ce que mon frère vient de dire, c'est que on peut projeter le référendum après l'élection présidentielle. Je pense que ça doit venir en dernier lieu. Maintenant, si on veut s'assurer, si on veut réellement s'assurer que
Bon, puisque chaque fois qu'il s'est agi d'aller à un référendum, à une révision de la Constitution, ça a posé des problèmes. Ça s'est fait avec ATT, ça s'est fait avec IBK, ça s'est fait avec Alpha. Alors donc, on peut, nous, aujourd'hui, en toute intelligence, effectivement, nous accorder sur quelque chose pour dire, après l'élection présidentielle, à telle date, de commun accord, avant même de connaître le président, exiger, c'est-à-dire fixer la date du référendum. On peut le faire. Maintenant, deuxièmement, un référendum, comme il l'a dit, c'est sur l'initiative d'un président de la République, pas un président de la transition. C'est un président élu et d'une assemblée élue. C'est ce que notre Constitution demande. L'initiative d'une révision constitutionnelle relève concomitamment du président de la République et de l'Assemblée nationale. Il se trouve aujourd'hui que nous n'avons ni président de la République, ni Assemblée nationale. Vous savez, le CNT, donc c'est le second point, le CNT qui est là, a été contesté par la majeure partie de la classe politique et de la société civile. Et les réformes dont on parle doivent reposer sur ce CNT. Alors donc on crée les conditions de délégitimation des actes qu'on va poser à ce niveau. C'est pourquoi nous avons toujours prôné des réformes légères, des réformes nous permettant d'aller à des élections propres, des réformes nous permettant de sortir, en fait de revenir à l'ordre constitutionnel normal. Parce que seule l'élection présidentielle peut nous permettre de revenir, en tout cas de commencer un retour à l'ordre constitutionnel normal. Donc c'est ce que nous pensons. Nous pensons qu'on doit faire économie. Nous avons fait un communiqué 48 heures après la publication du chronogramme. Et dans notre communiqué, nous avons demandé à ce qu'on fasse économie du référendum. Parce que nous ne voulons pas remettre en cause le chronogramme. En remettant en cause le chronogramme, on donnerait les arguments à ceux qui sont de mauvaise foi, à ceux qui veulent travailler à la prolongation des délais de la transition, alors de dire, bon voilà, ce n'est pas nous, nous on avait voulu ça, mais c'est la classe politique, c'est la société civile, c'est elle qui n'était pas d'accord avec le chronogramme. Or, ce n'est pas de cela. Nous tenons au maintien du chronogramme, mais nous souhaitons simplement que du chronogramme soit sortie certaines mentions inutiles. La mention inutile pour nous, c'est d'abord l'organisation d'un référendum qui est problématique. Au-delà des conditions historiques pour lesquelles ça a toujours été refusé, aujourd'hui encore, il y a plus grave encore. Donc, c'est problématique. Ensuite, figurez-vous qu'on veut organiser cette élection en 5 mois. Du 31 octobre à début mars, vous avez le référendum, donc je parle de scrutin, le scrutin référendaire, il y a le communal, il y a l'élection de cercle, l'élection régionale, l'élection présidentielle et législative couplée, et plus tard, l'élection présidentielle second tour et l'élection législative second tour. 5 mois, 7 scrutins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque 3 semaines environ, nous avons un scrutin au Mali. Nous avons des campagnes à faire et un scrutin à tenir. Donc, ce qui est techniquement difficile, humainement difficile. Je ne dirais pas impossible. Je ne veux pas rester, je veux pas prononcer ce terme, mais il faut reconnaître que, et économiquement, et techniquement, et humainement, ça devient difficile. Alors, pour résumer ce que vous venez de dire, cette élection difficilement tenable, des réformes légères pour aller à des élections propres, également la tenue du référendum qui serait problématique. Madame Sarr Fatoumata Konaté, vous êtes élue communale à Caille. Que pensez-vous de l'organisation de ces élections-là? Est-ce tenable? Bonjour, je vous remercie. Élue communale partie élément, je précise. Alors, pour moi, il y a quand même un schéma qui a été établi bien avant. Lorsque les uns et les autres prenaient part aux journées de concertation qui ont conduit quand même à l'élaboration de la charte. Mais il y a eu aussi l'élaboration de la feuille de route qui a été présentée par le Premier ministre. Et je pense que cette feuille de route, si on prend les 6 axes de la feuille de route, on se rend compte que le dernier axe est l'organisation des élections. Ce qui veut dire que les autorités de la transition sont en train de respecter la feuille de route qui a été donnée
parce que ça n'a pas été une feuille de route qui a été élaborée quand ils sont venus au pouvoir, ça a été une feuille de route qui a été élaborée lorsque la journée de concertation se faisait à Bamako. Donc, pour moi, il n'y a pas... C'est plus une question, est-ce qu'on peut organiser, est-ce qu'on ne peut pas organiser. Ce qui a peut-être manqué, c'est quelles sont les mesures d'accompagnement à l'organisation de ces élections. Ça, c'est des questions auxquelles nous devrons peut-être répondre. Si nous prenons tout simplement du 1er au 5e axe, je prends juste un exemple. L'axe numéro 1, c'était la sécurité, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble des territoires. Il devrait au moins avoir un mini-calendrier de chaque axe pour dire que voilà où nous en sommes, à quel niveau. Et tout le monde parle de refondation, que je pense que c'est transversal à tous les axes, parce qu'on ne va pas sortir de la feuille de route. Cette feuille de route, c'est l'identité, pour moi, c'est l'identité de cette transition. Et maintenant, est-ce que les élections, ça c'est une question que on devra aussi se poser, est-ce que les élections vont se faire sur le texte révisé ou pas? Je vous renvoie la question. Voilà, pour moi, le texte révisé ou pas, est-ce que les élections vont se faire à partir de là? Il y a une date qui a été fixée, qui est prévue pour les premières élections, je crois que c'est le 26 décembre, en tout cas c'est en décembre. Étant donné que les nouvelles régions ont été... Il y a des nouvelles régions. Maintenant, est-ce que chaque région a son statut déjà? Est-ce que le découpage il est effectif à 100%? Est-ce que ce qui avait été dit, je ne sais pas si déjà le comité d'orientation stratégique a commencé son travail. Et moi, je me réjouis de la mise en place de ce comité parce qu'il rassemble à son sein non seulement les partis politiques, mais la société civile et l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans la refondation, ou pas dans la refondation, mais dans la réforme institutionnelle et politique. Donc, on n'est pas encore à l'avancée extrême de ce comité d'orientation qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, parce que ça ne va même pas une semaine. Maintenant, il y a ces questions qui sont là. Il faudra peut-être répondre un à un à l'ensemble de ces questions pour savoir effectivement, lorsqu'on va tenir les élections, sur où on va aller et sur quelle base on va se fixer pour faire ces élections. Moi, en tant qu'élu, je suis pressée que ces élections s'organisent, mais il faudra qu'on ait une base solide, un calendrier. Donc, vous êtes pressé pour que les élections puissent se tenir. Brahima Mamadou Koné, je viens vers vous. Brahima Mamadou Koné, la transition a-t-elle besoin d'organiser toutes ces élections-là aujourd'hui? Non, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous savez, une transition, les trucs sont clairs, une transition, c'est la continuité de l'État, le fonctionnement de l'État dans une période donnée. Organiser des élections crédibles et transparentes pour faire élire les nouvelles autorités politiques du pays. Voilà le rôle de la transition. Si la transition sort de ce canevas, c'est qu'elle veut autre chose. Et elle veut nous tendre un piège. Maintenant, le problème, comme la dame l'a dit, on a créé de nouvelles régions administratives. On n'a pas revisé d'abord la loi électorale pour créer de nouvelles régions, de nouvelles circonscriptions administratives, et on est en train d'aller vers des élections. Sur quelle base est-ce qu'on va tenir les élections? Sur l'ancienne loi, ou est-ce qu'on va faire l'exception, et pour même sachant qu'on a créé de nouvelles régions pour organiser des élections? Il faut qu'on nous donne tous ces détails. Tant qu'on n'a pas tous ces détails, rien n'est sûr pour le moment pour aller aux élections. L'essentiel n'est pas d'aller aux élections. L'essentiel, c'est d'aller vers des élections crédibles, participatives et inclusives. Et si ce n'est pas le cas, on ne va pas sortir de l'impasse. Parce que vous savez, les élections sont des enjeux forts pour les partis politiques. Et vous savez, à la sortie d'une transition, la plupart des acteurs politiques pensent avoir la légitimité de gagner les élections pour gérer le pays. C'est pourquoi ça devient une question d'enjeu fort pour les partis politiques. Donc nous devons tout faire aujourd'hui pour une crédibilité des élections, de s'assurer de tous les dispositifs d'organisation avant d'y aller, au lieu de mettre les baies avant la charrue avant les baies. Alors, chacun dans vos différentes déclarations, vous plaidez tous pour une élection crédible. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de prioriser ces élections et attendre un gouvernement légitimement élu qui va s'atteler à l'organisation des autres élections? C'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons et c'est ce que nous recommandons depuis le début de la transition.
nous avons dit que la transition doit avoir 2 thèmes, en fait, doit s'occuper de 2 thèmes principaux, c'est la sécurité et les élections. Ça a toujours été notre position. Maintenant, par rapport au découpage, avant de revenir à votre question, vous savez, la région de Ménaka et la région de Taoudéni, je pense qu'ont été créées en 2011. J'étais député à l'Assemblée nationale à l'époque. Donc ces régions ont été créées avec une loi en 2011. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui 10 ans après. Ces régions ne sont pas entièrement opérationnelles. Pas entièrement. Taoudéni aujourd'hui encore est à la création des communes. Ménaka, un peu la même chose. Donc c'est pour dire qu'il est illusoire de penser qu'on peut créer, c'est-à-dire des nouvelles régions, on peut opérationnaliser des nouvelles régions en si peu de temps. Ce n'est pas seulement aller sur une carte, à dire désormais vous faites partie de tel cercle, vous faites partie de telle région. Nous avons découpé comme ça. Il y a des réalités sociologiques importantes dans notre pays qu'il faut prendre en compte. On ne part pas s'arrêter devant une carte pour tracer, pour dire désormais vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Au-delà de cela, mais créer une région est bien, mais il faut créer les cercles, mais il faut créer les arrondissements. Mais avec quels moyens aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons même à loger les responsables de l'exécutif, des exécutifs régionaux, on ne parvient pas à trouver même des bureaux pour certains de nos gouverneurs. Mais comment voulez-vous qu'on puisse créer plusieurs cercles? Mais où est-ce qu'on va sortir aujourd'hui et même le personnel pour pouvoir assurer ces nouvelles régions, à dire fonctionnelles? Donc honnêtement, c'est illusoire. Je pense que c'est dilatoire. C'est un processus. Nous sommes dans un processus. Nous soutenons effectivement cette création de nouvelles régions, nous l'accompagnons, mais pour nous, il est illusoire de penser que c'est en 18 mois que nous allons, c'est-à-dire opérationnaliser toutes ces régions et ensuite y faire des élections, c'est-à-dire sur la base de nouvelles formules. C'est très difficile. C'est pourquoi nous pensons que cette élection, c'est-à-dire c'est bien de continuer à réfléchir sur les découpages. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de continuer à réfléchir sur la création des communes. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a les cas de certaines communes qui ne sont pas encore réglés. Et pourtant, nous l'avons commencé il y a près de 30 ans actuellement. Et des cas ne sont pas aujourd'hui encore réglés. Donc, c'est des œuvres qui vont continuer. Mais le plus important pour nous, c'est qu'il y a eu un coup d'État au Mali. Il y a eu un renversement des institutions, notamment du président de la République, de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Il s'agit aujourd'hui, pour la transition, de faire en sorte que nous puissions avoir un président de la République qui nous permettra d'avoir un président de l'Assemblée nationale. C'est à partir de ces 2 institutions qu'on peut légitimer les autres institutions. Qu'on peut travailler à légitimer les autres institutions. Vous voyez un peu comment la Cour constitutionnelle a été mise en place. C'est dommage. Donc, bref, pour nous, à chaque jour suffit sa peine. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'un référendum problématique. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui, nous n'avons pas les ressources humaines, les ressources financières nécessaires aujourd'hui pour faire des élections de région ou des élections de cercle. Pour nous, la première élection à organiser est l'élection présidentielle. Parce que c'est ce qui peut nous permettre de sortir de la transition. Aujourd'hui, l'ambition, c'est quoi pour nous? C'est de sortir de la transition. Ce n'est pas d'organiser des élections de cercle ou des élections régionales ou ceci, cela, mais c'est de sortir de la transition et permettre au peuple de choisir ses dirigeants. Jusque-là, tous ceux qui sont choisis sous des chapelles. Nous voulons que, pour une fois, parce que chaque fois que quelqu'un sort, tous ceux qui sortent se disent qu'ils parlent au nom du peuple. Alors, il est important, il est intéressant que pour une fois, et que tous ceux qui se réclament du peuple ou qui pensent avoir le peuple, le monopole du peuple avec eux, soient eux-mêmes candidats. Et qu'on permette à ce peuple-là de s'exprimer. Mais, comme je l'ai dit, le temps qui nous reste est largement suffisant pour d'abord faire l'audit du fichier électoral. Parce que, au lieu d'aller à autre chose, il faut faire l'audit du fichier.
Qu'est-ce qui est bon dedans? Qu'est-ce qui n'est pas bon dedans? Il faut les nouveaux recensements. Il faut, aujourd'hui, nous avons beaucoup de déplacés. Il y a des villages entiers qui sont déplacés. Comment permettre à ces villageois qui sont déplacés de voter? Comment permettre dans le recensement de prendre en compte les nouvelles positions géographiques de ces Maliens? Donc je pense que avec une relecture éventuellement de la loi électorale, s'il y a des choses, c'est-à-dire à changer pour l'élection des députés ou de l'élection du président de la République, donc nous pouvons aller à cela, mais il est important de rester exclusivement dans ce cadre. Maintenant, les candidats à l'élection présidentielle auront à se prononcer. On va en venir. Je vais en venir avec vous. Il faudrait que Madame Sarr Fatmata Konaté, vous avez suivi tout à l'heure ce que Hussein Amion Guindo vient de dire. Au lieu de toutes ces élections, allez en priorité avec l'élection présidentielle. Êtes-vous d'avis? D'avis, dans la mesure où, comme je l'ai dit lors de l'intervention précédente, j'ai dit il y a un calendrier qui est établi, d'accord? Et le calendrier est émanant d'une feuille de route qui a été élaborée lors des journées de concertation. On va revenir sur ça. Le problème majeur, ça a été, c'est quoi? Ça, c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, est-ce que maintenant, ces élections vont se faire sur les textes révisés? Parce que si on décide d'aller à des élections tout de suite, que ce soit communal, cercle et région, ça va être très difficile pour la simple raison que certaines régions ne sont pas encore opérationnelles à 100%. Et ces régions, pour le moment, n'ont même pas de cercle. Quand je dis n'ont pas de cercle, ce n'est pas encore détaillé. Par exemple, moi, je suis dans la région de Caille. Il y a maintenant la région de Nioro. Les cercles qui font partie de Nioro, peut-être nous, c'est plus simple de connaître, mais pour d'autres régions du Mali, c'est peut-être compliqué. Donc, si on part sur cette base, ça va être très difficile d'aller à des élections tout de suite avec les textes révisés. Sauf si les autorités de la transition décident de revenir avec l'ancien système pour dire que les élections vont se faire sur la base de l'ancien texte, c'est-à-dire on n'aura pas aussi répondu à la refondation ou de l'État, comme on le dit. Parce que ça a été clairement dit que la régionalisation sera poussée pendant cette transition, ça a été noir sur blanc dans la feuille de route. Donc là, déjà, c'est un problème. Et à mon avis, il a raison sur le fait que c'est pas encore clair à 100% ce découpage. Quand je dis c'est pas clair parce que c'est pas opérationnel à 100% à tous les niveaux, d'aller à des élections présidentielles, je serais d'accord. Maintenant, le problème va être quoi? Parce que le mandat de certains aussi sont finis depuis. Et il faudra aussi prendre compte de cet aspect-là. Parce que lorsqu'on voit les élections région, les élections cercles, ces élections n'ont pas été organisées depuis plus de 8 ans. C'est presque 10 ans maintenant. Donc, les gens qui sont aussi là, à ces différentes institutions, est-ce qu'ils ont encore cette légitimité, cette légitimité de continuer jusqu'à présent? Là, il y a un problème majeur qui s'installe. Donc, pour moi, s'il y avait eu des mesures d'accompagnement par rapport au calendrier qui a été donné par le ministre de l'administration territoriale, on n'en serait pas là à poser tellement de questions. Parce que moi, je me dis, on ne va pas sortir, comme je le dis pour moi, l'identité de cette transition, elle reste, que ce soit la charte et la feuille de route. Pour moi, ça reste ça. Donc, on va pouvoir les évaluer à travers la feuille de route qui a été présentée par le Premier ministre. Et dans cette feuille de route, tout est écrit noir sur blanc, en fait, du premier jusqu'au 6e axe. Et lorsqu'on prend tous les axes, on verra que ce soit, il a parlé de la prise en compte du retour des réfugiés, c'est précisé dans l'axe 5, si je ne me trompe pas. L'adoption d'impact de stabilité sociale, ils l'ont clairement dit. Mais où est-ce qu'on en est? C'est ce que j'ai dit. À chaque niveau, si ils avaient eu le temps de préparer un document au préalable pour dire que voilà ce que la transition s'était donné comme mission principale, et voilà où nous en sommes, voilà ce que nous avons pu faire, et voilà ce qu'il reste à faire. Maintenant, les priorités, moi j'ai vu par exemple le ministère de la refondation de l'État. Pour moi, ils ont quand même entamé une démarche que je salue, parce qu'ils ont dit, j'ai suivi un entretien avec un cadre de ce ministère, ils disent qu'ils ont pris en compte toutes les réformes qui ont été faites depuis le temps alpha jusqu'à présent. Et ils disent qu'ils comptent faire un forum, ils comptent organiser le forum citoyen.
qui est à venir. Et ce forum va tenir compte, par exemple, de la refondation des institutions, de la gouvernance et l'organisation du référendum. Donc, si on part avec ce calendrier, avec ce forum citoyen qui va venir, et qui est censé être un débat citoyen et à tous les niveaux, alors quand est-ce que ça va être organisé? Pour moi, c'est aussi une question. Est-ce que ça va être fait et coïncider, enfin, ce débat va se tenir sur l'ensemble du territoire. On va avoir les résultats de ces différents débats. Après, on va se projeter comment organiser ce référendum, ensuite. On sera plus dans le délai de décembre. Ça va être très compliqué. Donc, alors, pour moi, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, Madame Konaté, Fatoumata Sarr. Je vous rappelle simplement à ceux qui nous suivent que ce grand dialogue est réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Monsieur Guindo l'a tantôt écorché, l'audit du fichier électoral. Et est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Koné, aller à ces élections avec la carte NINA ou la carte d'électeur, quelle équation est la meilleure? Sachant qu'en 2013, selon les statistiques, il y a eu une participation record avec la carte NINA. Non, pour moi, il faut aller avec la carte NINA qui s'apparente plus ou moins au système électronique. C'est-à-dire que c'est plus fiable, c'est plus viable. Maintenant, comme le ministre l'a dit, il faut faire un audit aujourd'hui du fichier électoral. Il faut faire un audit pour voir comment on peut désagréger les enfants et les jeunes qui ont l'âge de voter et qui n'ont pas été pris en compte dans les fichiers électoraux. Aussi régler les questions de doublons, les questions de décès, les questions et d'autres questions liées par rapport même à la fiabilité du fichier électoral. Mais est-ce qu'on peut régler tous ces problèmes-là pour avoir un fichier fiable d'ici les élections à venir? Si on a la volonté, madame, on peut le faire. Vous savez, la francophonie accompagne nos États par rapport à l'audit des fichiers électoraux. Ils ont des experts de haut niveau, des ingénieurs informaticiens pour la question. Nous avons aussi les experts au niveau local qui peuvent se mettre ensemble. Et regarde, la preuve en est que la présidentielle de 2018, mais la question du fichier a été réglée à 112 heures, si je m'abuse de la date de la présidentielle du 29 avril 2018. Donc, si on a la volonté, on peut bien le faire. Et je crois que l'essentiel du travail doit être aujourd'hui sur la question du fichier électoral, afin que l'ensemble des protagonistes et des parties prenantes impliquées dans le processus électoral soient rassurées. Si tel n'est pas le cas, il y aura des problèmes. Il faut éviter... Alors, M. Guindo, comment faire aujourd'hui pour avoir un fichier fiable? Alors, d'abord, je pense que tout dépend de la volonté politique de ceux qui dirigent la transition. Il est important que ceux qui dirigent la transition intègrent que un des problèmes majeurs dans notre pays, c'est la transmission du pouvoir. La transmission du pouvoir à travers les élections. Donc, les élections dans notre pays, c'est vrai, à tous les niveaux, dans tous les pays, on connaît souvent des contestations électorales, mais chez nous, c'est de façon chronique. Et le Mali n'est pas un îlot isolé dans le monde. Nous savons comment les autres font pour avoir un minimum de transparence, un minimum d'acceptation, c'est-à-dire des résultats. Et nous pensons que si ceux qui aujourd'hui sont à la tête, parce que le moment est historique pour eux, il s'agit pour eux de rentrer dans l'histoire, quoi qu'il arrive, que ce soit par la bonne porte ou que ce soit par la mauvaise porte. C'est à eux de comprendre que le moment est historique et que l'on doit retenir d'eux qu'ils ont fait aider le Mali à franchir, c'est-à-dire une phase décisive de son existence. Donc, si cette conscience nationale, si ce patriotisme anime les responsables de la transition, je vous avoue que nous ferons des élections inclusives. Le plus important, ce n'est pas sorcier. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde soit au courant, toutes les parties prenantes soient au courant de ce qui se fait et de comment ça se fait. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous la communauté internationale qui est là, l'administration qui est là. Elle dit qu'elle va financer, elle dit qu'elle va soutenir, mais elle ne va pas que seulement débourser de l'argent. Je pense qu'il y a l'expertise technique et aussi l'accompagnement
en termes de qualité. Je pense que si nous mettons tous ensemble, communauté nationale, internationale, et mettre tout le monde ensemble, je pense qu'il y a de fortes chances que ces élections soient acceptées de tous. Maintenant, par rapport aux réformes, je pense que ça doit venir, c'est-à-dire d'un président élu. Un président élu, déjà, les candidats qui se positionneront auront à se prononcer sur la réforme constitutionnelle. Chacun aura, parce que si la réforme constitutionnelle est programmée après la transition, alors, donc, ça serait, chaque candidat aura à se prononcer sur la question. Alors, qu'est-ce que moi je pense de la réforme, de la révision constitutionnelle? Qu'est-ce que je compte y changer? Est-ce que c'est l'accord d'Alger qu'il faut prendre en charge? Qu'est-ce que je compte changer? Il faut que chaque candidat ait à se prononcer sur les réformes nécessaires pour le pays. Un candidat qui est élu sur cette base aura toute la légitimité de gérer ces réformes. Sinon, il est évident, moi je pense que l'expérience, c'est ça aussi son avantage, il est évident qu'on ne peut pas aujourd'hui, c'est-à-dire avant la fin de la transition, opérationnaliser toutes les nouvelles régions qu'on a créées. Ce n'est pas possible. Alors, en attendant de gérer toutes ces réformes-là, je pense que les jalons ont été déjà posés avec la création du COS, le comité d'orientation stratégique. Est-ce que ce comité ne pourrait pas être la solution à ces problèmes-là, à gérer ces problèmes-là, M. Koné? Je vous vois sourire. Vous savez, madame, pour être clair avec vous, les comités d'orientation qui ont été mis en place par le Premier ministre, vous savez, je m'excuse pour le terme, mais la position du Premier ministre, on pourrait qualifier de Léviathan boité ou Léviathan émasculé. C'est-à-dire, il a le pouvoir, mais il n'a pas les leviers du pouvoir. C'est-à-dire, autrement dit, il a moins de marge de pouvoir décisionnaire. On est en train de se leurrer, madame. Nous ne sommes pas dans une transition démocratique au Mali, mais plutôt dans une transition militaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme je l'ai dit, et j'insiste là-dessus, il faut de l'inclusivité dans toutes les démarches, dans tout le processus électoral. Si on n'a pas cette inclusivité, il y a des risques que les processus soient pris en otage. Et ça, ce n'est pas notre souhait. Il faut miser sur le dialogue. Pour moi, c'est-à-dire quand le Premier ministre a été nommé, la première des choses qu'il fallait faire, il fallait mettre un comité interministériel de concertation élargi aux partis politiques, aux organisations de la société civile, aux médias et à la communauté internationale. Les gens allaient faire des réflexions, pousser ensemble, faire des propositions pertinentes par rapport au processus électoral et par rapport à la question de la refondation. Sachant qu'en réalité, je le dis et je le répète, que les réformes ne font pas partie des prérogatives de la transition. Les réformes, c'est quand on a un président qui est légitime. Aujourd'hui, le Mali n'a pas de président, on a un chef d'État. Alors, nous sommes déjà à 3 minutes de la fin de ce grand dialogue et toutes ces réflexions m'amènent à vous demander, êtes-vous conscient que la transition ne va alors pas dépasser les 18 mois? Madame Sarr Fatoumata Konate, êtes-vous confiante? Vous êtes avec nous, Madame Konate? Alors, le temps d'avoir Madame Konate aussi. Allez-y. Allô? Allez-y, êtes-vous confiante que la transition ne va pas dépasser les 18 mois? C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite lorsqu'on parle d'une transition, c'est bien une période déterminée. Donc l'idéal, c'est de ne pas dépasser ce qui a été dit. Et c'est pour rassurer non seulement les populations qui ont quand même décidé d'accompagner, mais aussi la communauté internationale qui est un partenaire. Parce que pour parler d'élections, pour parler de ceci ou cela, nous savons très bien qu'il y a des bailleurs qui accompagnent l'État par rapport à ça. Et si le calendrier n'est pas respecté, ça va être difficile pour qu'il y ait cette confiance non seulement des populations, mais aussi de cette communauté qui accompagne. Donc pour moi... Merci beaucoup, Madame Konate. Ousseini Amionguindo, est-ce que les jalons sont suffisamment posés pour que cette transition ne puisse pas dépasser le délai imparti? Je dirais qu'il y a des jalons qui sont posés parce qu'il y a au moins un chronogramme électoral que nous avons. Quand bien même un flou monstre enveloppe ce chronogramme. Nous avons tout intérêt à sortir
de cette transition, effectivement, dans les délais impartis. Nous battons. Ok, sortir de cette transition dans le délai imparti. Nous battons pour vous ça. Êtes d'avis également? Moi, je suis conscient de la communauté internationale. On aura des soubresauts dans le pays. Et ce qui peut être la communauté internationale veille au respect strict du calendrier de la transition. Mais ce qu'on peut craindre, c'est peut-être que des lendemains fébriles à la suite des élections à venir. Alors, craindre des lendemains fébriles à la suite de cette transition. Et c'est sur cette note que prend fin le grand dialogue de Studio Tamani, réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Ils étaient avec nous, c'est Amionguido du parti CODEM, Brima Mamadou Kone, politologue, au téléphone, Madame Sar Fatoumata Konate, secrétaire générale du réseau des femmes élues municipales à Kaye. Elle est également élue du parti Yelema. À la présentation, Mariam Maïga, mise en onde Adjaratou Traoré. À la régie vidéo, Nouhoum Djire. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.